Gasnier. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI comme chaque vendredi pour nous écouter, pour nous suivre aussi si vous avez envie de nous regarder à travers le Facebook Live. Une émission donc en direct en ce vendredi, en cette fin de semaine un peu compliquée à Paris, ce qui fait que Rémi Ngono ne sera pas au rendez-vous de cette émission aujourd'hui. Mais nous avons nos autres invités. Xavier Barré va pouvoir s'en donner à cœur joie. Bonjour Xavier. Bonjour Annie. Non, je ne profiterai pas de l'absent. On dira pas de mal. Même si j'aime bien le taquiner certains vendredis. À vos côtés, il y a David Lortolari. On avait bien choisi parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu de foot allemand, n'est-ce pas? Après avoir beaucoup divagué cette semaine sur d'autres sujets. Bonjour David Lortolari. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci. Oui, il y a un classique ce week-end. N'est-ce pas? Un classique. Il y en a un peu partout, classique ou derby, mais en tout cas, ça va être intéressant. Eric Mamrut, on a remplacé un Argentin par un autre Argentin. Bonjour Eric Mamrut. Hola, ¿qué tal? Todo bien, ¿qué tal? Et puis Christophe Jousset, appelé à la rescousse pour participer un peu à nos débats du jour. Bonjour Christophe. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors dans les débats du jour, nous évoquerons ou nous nous demanderons qui sera le meilleur joueur africain 2019. Sadio Mané sera-t-il maître en son continent ou bien sera-t-il en concurrence, par exemple avec Riyad Mahrez, vainqueur de la CAN, qui s'est distingué avec l'Algérie? En attendant, le 7 janvier prochain, nous en parlerons. Manchester, le rendez-vous des Mancuniens de la 16e journée se disputera sur la pelouse des Citizens. 11 points séparent les deux équipes, mais les Red Devils de Solskjaer semblent aller mieux, regaillardis par leur victoire face aux hommes de José Mourinho. Manchester City favori malgré tout. Autre question. Et puis nous évoquerons le classique à l'allemande, Mönchengladbach, Bayern Munich, une affiche du championnat allemand d'un autre temps, pourrait-on dire, une affiche vintage que cette rencontre au sommet, mais qui pourrait donner plus d'avance au leader actuel ou de l'élan pour revenir en tête de l'ogre bavarois. Avec évidemment, pour refermer ce café des sports, les cartons de Radio Foot. Radio Foot, les débats sont ouverts. André Onana. Oh, le but exceptionnel pour Hakim Ziyech. Benacer est sur pied gauche. Cerca Koulibaly. Kalidou. Salah. Odillon Igalo qui réussit le triplé. Et le but de Riyad Mahrez. C'est le but de Sadio Mané sur un relais, un appui, Belaïli encore. Et c'est superbe. Après la cérémonie du Ballon d'Or qui a tant fait couler d'encre et provoqué tant de débats, notamment sur notre page Facebook de l'émission, la cérémonie des récompenses de la CAF se profile et elle aura lieu le 7 janvier en Égypte à Hurghada. Ceux qui se sont illustrés en 2019 sont là, ils sont bien sur la liste, et notamment Sadio Mané. Mais il n'y a pas que Sadio Mané, il y a aussi Riyad Mahrez, très en vue au moment de la CAN 2019, justement en Égypte. Alors, qui pour succéder à Mohamed Salah, qui, durant 2 années, a été le double tenant de ce titre? Sadio Mané est-il le favori? Messieurs, qu'en pensez-vous? Xavier Barré. C'est moi qui commence. Allez. C'est difficile de dire quelqu'un d'autre que Sadio Vous, Mané. ancien de France Football, voilà, en qui tout cas connaissez pour bien moi, le Ballon d'Or. En tout cas, pour moi, c'est difficile parce que j'aurais voté Sadio Mané si on m'avait demandé de voter pour le Ballon d'Or. Donc maintenant, pour le meilleur joueur africain, je ne vais pas voter pour quelqu'un d'autre. Donc, oui, mais sauf que, alors si on se pose la question, c'est parce qu'on a l'impression que peut-être que Sadio Mané ne fera pas l'unanimité en Afrique parce que au moins pendant la CAN, il fait partie de l'équipe perdante et peut-être que Riyad Mahrez s'est plus illustré que lui. Je ne sais pas, c'est une question. Oui, non, mais de toute façon, on sait qu'il y a souvent cette fracture en Afrique entre l'Afrique du Nord, plutôt arabe pour parler simplement, et l'Afrique subsaharienne, donc et francophone, et francophone ou anglophone, mais voilà, qui est plus portée sur les cultures entre guillemets africaines. Donc là, on risque d'avoir effectivement un partage des votes entre ceux qui voteront plutôt pour un Algérien champion d'Afrique, donc Riyad Mahrez a priori, puisque c'est le même s'il y a capitaine de d'autres cette Algériens, équipe. effectivement. Oui, il y en a 2 autres.
et ceux qui voteront pour Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a effectivement un match. Si on s'en tient Riyad au Mahrez, nombre... membre de City, quand même, rappelons-le, vainqueur de la Première Ligue l'année dernière. Hein. Absolument, absolument. Mais bon, la Ligue des Champions reste quand même un petit peu au-dessus, non pas en termes d'intensité, mais en termes de prestige, puisque c'est quand même le champion d'Europe. Donc moi, je pense que Sadio Mané part avec une petite longueur d'avance par rapport à un joueur algérien. Ils sont 3 en plus dans la liste des 10. Oui. Donc le risque d'éparpillement qui a frappé les joueurs de Liverpool dans le scrutin du Ballon d'Or par rapport à Lionel Messi peut aussi se reproduire vis-à-vis des joueurs algériens, même si Youssef Belaïli et Benasser sont quand même un petit peu moins réputés, un petit peu moins en vue que Même Riyad si Mahrez. Benasser a été bien en vue durant cette CAN. David Lortolari. Une réjouissance déjà, Annie, c'est de voir de tels joueurs dans le scrutin, avec aussi Mo Salah qui a sans doute été moins constant qu'il n'a pu être par exemple la saison dernière, mais voilà quand même là les principaux joueurs cités, Sadio Mané, Mahrez, Mohamed Salah, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai moi toujours dit aussi à ce micro dans d'autres émissions ma préférence cette saison pour Sadio Mané, donc il n'y a pas de raison de changer là-dessus. Et si on reste sur l'idée de la constance, à mon sens, c'est lui qui est devant aussi, qui est devant Mahrez, qui est devant Mo Salah particulièrement cette saison. Donc voilà, à titre personnel, Sadio Mané sans grande réflexion, même si un Mahrez a réussi encore une fois cette saison de très belles choses, mais pour moi de façon plus ponctuelle que Sadio Mané. Donc Sadio Mané sans hésitation. Avant d'écouter Christophe Jousset, Eric Mamrut, disons-le ou précisons-le, mais contre qui Sadio Mané concourt finalement, parce qu'il y a une dizaine de noms. La liste des 10 nominés, 10 derniers finalistes a été délivrée donc cette semaine. Et on peut observer que la CAN a servi essentiellement pour choisir ses finalistes. La CAN plus la Ligue des Champions, évidemment, avec la victoire de Liverpool, avec à sa tête Sadio Mané et Mohamed Salah. Ligue des Champions également pour 2 joueurs de l'Ajax, demi-finaliste de la C1, donc deux joueurs nominés, André Onana, le Camerounais, Hakim Ziyech, le Marocain, donc la C1 avec Liverpool, Salah, Mané, et la CAN, donc 3 champions d'Afrique. Xavier en a parlé, Riyad Mahrez évidemment. Ismaël Benasser qui a quand même été nommé meilleur joueur de cette CAN. Ça, on l'oublie. Parce que Riyad Mahrez, effectivement, son merveilleux coup franc, c'est la demi-finale, je crois. Mais bon, il y a quand même Benasser. Bon, effectivement, avec le Milan AC, il n'a peut-être pas fait la même saison en club, quoique Riyad Mahrez, la saison en club, le débat est ouvert. Avec Leicester, Manchester City, c'est pas exceptionnel cette année. Il n'est pas souvent titulaire. C'est même au-dessus. Oui, non, voilà. Vous êtes quand même bien sévère. Non. Je dis le débat est ouvert. Je dis le débat est ouvert. Il n'y a pas un grand débat. Il n'y a pas un grand débat. Et puis il y a Youssef Belaïli, lui qui a priori part de beaucoup plus loin. Donc voilà, les 3 champions d'Afrique avec l'Algérie, les 2 finalistes de la CAN avec le Sénégal, Sadio Mané donc, et Kalidou Koulibaly, le défenseur qui curieusement l'an dernier ne figurait pas parmi les 10. Là, les votants ont dû se dire on a fait une boulette l'an dernier, on va pas la refaire cette année. Et logiquement, il est là avec Pierre-Emerick Aubameyang, le vainqueur du trophée en 2015, et le meilleur buteur de la CAN, là-bas en Égypte, c'était... Ça suit. Un Nigérian. Nigérian. Un Nigérian. Pas mal. Igalo. Voilà. 5 buts avec le Nigeria, 3e de la CAN. Qui avait déjà marqué beaucoup de buts en éliminatoire de la CAN. Voilà, et lui, il joue en Chine. Qui a par contre n'a pas fait une grosse saison avec le Shanghai chinois. Voilà. Ça, en Chine, il est loin de ça. Un peu loin des yeux, Et oui. ça fait, juste pour finir, ça fait 5 rescapés par rapport aux 10 de l'an dernier. Mané, Salah, Aubameyang, Onana et Mahrez. C'est pas mal. Christophe Jousset, vous, en plus, vous y étiez l'année dernière à cette remise des prix. C'était au Sénégal. Oui. Lorsque on se souvient que ça avait été notamment le moment où la Confédération africaine avait annoncé où se disputerait la CAN 2021, puisque en désignant l'Égypte à ce moment-là. Rappelons-le aussi, les jurés, il n'y a pas de journalistes qui votent. Ce sont les capitaines des sélections et les sélectionneurs.
sélectionneur ou directeur sportif, je crois. Oui, mais ça va être, ça s'annonce très serré, encore une fois. Je me souviens que l'année dernière, les Sénégalais étaient très déçus, ils étaient frustrés par la nouvelle deuxième place de Sadio Mané. Là, je pense que les Sénégalais doivent être nombreux à se dire que puisque le Ballon d'Or, ça n'a pas marché, ça devrait quand même... si on prend l'ordre dans lequel les trois arrivent, Oui. Mané, Salah et Mahrez, je pense que les Sénégalais espèrent retrouver cet ordre-là à l'échelle du trophée du joueur africain de l'année. Après, il me semble que effectivement, il y a le poids de la CAN. La CAN va peser, mais sans doute que les jurés vont devoir faire une pondération en tenant compte aussi des performances en club. Et à ce moment-là, évidemment, le parcours de Mané cette saison, cette année civile, peut peser lourd aussi. Peut-être ce qui peut gêner le Riyad Mahrez, c'est le fait de ne pas être titulaire si souvent du côté de Manchester Ben City. Voilà, c'est ça. Il a eu notamment un début de saison 2019-2020 creux. On l'a plus souvent vu sur le creux, plus souvent sur le Oui, banc des mais- remplaçants que sur la pelouse. Il sait quand même être décisif quand il rentre. C'est un joueur qui a quand même un talent exceptionnel. Il est dans un collectif de très haut niveau avec beaucoup d'exigences. Il est champion d'Angleterre. Annie le rappelait fort justement par rapport à Sadio Mané qui n'est que deuxième. Mhm. Donc effectivement, je pense qu'il y a un vrai débat sur les mérites des uns et des autres. Et il y a cette image aussi. On sait que l'image compte, on en a d'ailleurs parlé à l'occasion Oui. du Ballon d'Or, et l'image du coup franc de Mahrez, qui a été vu des centaines de milliers de fois. Celui elle qui a un détermine impact, le match forcément. et la qualification, oui. Ouais, non, c'est de toute façon deux très beaux joueurs. Mo Salah aussi, on ne va pas l'éliminer complètement, même si la contre-performance de l'Égypte Huitième le de fait finale, passer au élimination, oui, ouais. c'est quand même une grosse contre-performance pour À domicile en Mo plus. Salah devant son public. Donc, du coup, il apparaît vraiment en deuxième plan. Je pense qu'on va effectivement assister à un match entre Riyad Mahrez et Sadio Mané. Et c'est là où ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure, à savoir le fait qu'il y ait plus de pays d'Afrique subsaharienne qui votent que de pays d'Afrique du Nord, a priori, ça penche plutôt pour Sadio Mané au niveau démographique, si on peut utiliser ce terme. Sur les 50 fédérations, il y en a plus de 30 qui sont des pays d'Afrique subsaharienne et une dizaine d'Afrique du Nord. Donc, a priori, Sadio Mané fait figure de favori. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne s'en souviennent pas, vous pouvez, à travers la page Facebook et notre live, eh bien, revoir ce fameux coup franc. Éric Mamrut. Oui, juste pour dire que chacun a marqué 3 buts à la CAN, donc ils sont ex-aequo là-dessus. Après, est-ce que les jurés vont pas se dire ah oui, mais Riyad Mahrez, il a déjà une fois en 2016, donc on va donner cette fois à Quand il à était Mané. meilleur joueur de la première ligue avec Ouais, Leicester, l'année où ils Voilà, sont donc, champions il a eu, bon, d'Angleterre. ok, il est bien et tout, mais bon, on va le donner à Mané. Il a Bah, pas- Mané pense parce qu'il aurait dû avoir le Ballon d'Or, c'est ça? Voilà. Il y a eu une telle campagne. Oh, pardon. Non, David, pas de problème, vous Il y, a, aviez. il y a eu une telle campagne, effectivement, en Afrique, et on en a beaucoup parlé ici même aussi, sur le fait que Sadio Mané avait été un petit peu oublié par ses compatriotes. Enfin, par ses compatriotes. Mais sauf que là, c'était des journalistes. Hein. Voilà, là, les c'est des journalistes ne journalistes. votent pas, Xavier. Et- C'est la grande différence. Exactement, mais on peut penser que peut-être certains autres votants, en tout cas cette fois-ci, même si c'est pas le même collège, comme vous le dites, Annie, vont vouloir rattraper ce que beaucoup considèrent comme une injustice. David. Je voulais quand même rester 30 secondes de plus sur quelqu'un qu'on n'a peut-être pas suffisamment cité, c'est Ziyech, qui n'a pas forcément un bilan. Non, mais c'est pas forcément un bilan comptable très clinquant. Ça n'a pas été une machine à passe, ça n'a pas été un buteur exceptionnel, mais il a quand même réussi des performances magnifiques quand ça comptait aussi avec son club de l'Ajax. J'ai souvenir comme ça d'images. Christophe parlait d'images importantes. Alors bien sûr, lors de la CAN, c'est très important. Lors d'un quart de finale, d'une demi-finale ou d'une finale de Ligue des Champions, c'est très important. Et Ziyech, pour moi, est un beau petit outsider parce que c'est un joueur qui nous a laissé bouche bée à l'occasion de certaines scènes, notamment en Coupe d'Europe, et qui est typiquement de ces joueurs où on peut pas se dire ah bah ça a été le meilleur passeur, ça a été le meilleur buteur, ça a été l'homme qui a porté son équipe, mais ça a quand même été une très très belle saison pour un joueur comme ça. Et pour moi, il peut tout à fait apparaître haut dans un classement comme ça, quoi. Christophe Jousset, Hakim Ziyech, je sais que vous avez souvent un regard très attentif envers ce joueur de la sélection marocaine.
Bah oui, parce que effectivement, techniquement, c'est aussi un joueur qui est magnifique à voir. Hein. J'apprends rien à personne, mais il l'a fait essentiellement en club. Ouais, Voilà, c'est avec le parcours de l'Ajax. Après, le Maroc, on sait que le Maroc n'est pas allé très loin à la CAN, donc ça le dessert complètement. Oui. On s'est amusé, le réalisateur vidéo de cette émission, Souel Kedir, s'est amusé à lancer un sondage sur notre site. Ça marche bien. Hein, 2533 votes jusqu'ici. Mm-hmm. Alors, qui succédera à Mohamed Salah? C'est la grande question. Il y a deux joueurs, surtout on a détaché 2 joueurs. Riyad Mahrez, Sadio Mané, plébiscite pour le Sénégalais avec 88% des votes. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a des intentions de vote parce qu'ils ne voteront pas. L'arrivée, en tout cas, les votes sont là. Et il y a des commentaires également. Bon, beaucoup parlent de Mané, évidemment, il doit l'avoir. Mais j'en retiendrai seulement un, celui de Daouda Diallo, avec une pointe d'ironie. Je pense que les journalistes africains voteront encore pour le Ballon d'Or pour Messi. Ah oui, c'est amusant. C'est une belle synthèse. Oui. Enfin, c'est vrai que ce ne sont pas. C'est une consultation comme ça, un peu informelle. Ouais. Ce ne sont pas les gens qui se sont exprimés là qui voteront. Non. Et en plus, on peut imaginer qu'il y a une plus forte proportion de votants sénégalais parmi nos auditeurs que de votants algériens. Peut-être bien. En tout cas, ce qu'on peut noter aussi, Christophe ou Eric, c'est le retour de ce qui était avant le prix du meilleur joueur du continent africain, n'est-ce pas parce que c'est Interclub, hein, maintenant, je crois, le titre exact, Eric Mamrut. Les compétitions interclubs Voilà, de la CAF. compétition interclub. Enfin, c'est revenu sous un autre nom. Avant, c'était le meilleur joueur basé en Afrique. Voilà. Ça a été supprimé. L'an dernier. Voilà. Et ça a finalement, été... la concurrence est telle. C'est ça aussi qui dicte le fait que ça revienne, selon vous? C'est la critique que l'on avait faite quand ce prix-là avait été supprimé, parce qu'on avait du mal à imaginer qu'un joueur évoluant en Afrique, aussi bon soit-il, puisse supplanter les joueurs qu'on a cités, là, les Mané, les Salah, les Mahrez, vu l'exposition médiatique de ces championnats européens et de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, voilà, de fait, aucun joueur évoluant sur le continent ne figure parmi les 10, puisque les prix sont séparés, alors que l'an dernier, il y avait eu Anis Badri de l'Espérance, Denis Oniango et Walid Suleiman qui figuraient parmi ces 10. Alors effectivement, ça prêtait un petit peu à la discussion. Oui. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Espérance et du Zamalek, c'est-à-dire les équipes qui se sont illustrées dans les compétitions continentales. L'Espérance Tunis, qui est double champion d'Afrique en titre. Donc, voilà. C'est plutôt logique. Et qui participeront au prochain... mondial des clubs qui commencera la semaine prochaine. À noter aussi chez les filles, alors sont nommées 5 joueuses et parmi les filles, l'une des favorites sans doute et qu'on avait reçue récemment dans l'émission, c'est Ajara Nchout, la Camerounaise, Lyon Indomptable et qui a été beaucoup remarquée pendant la Coupe du Monde. Alors elle s'était illustrée pendant la Coupe du Monde en France et elle est sans doute peut-être la favorite parmi... Il y a la Sud-Africaine Gatlana aussi qui aura peut-être son mot à dire. Oui, ça va être très serré. On verra, les votes vont commencer ou ont commencé sans doute auprès de la Confédération africaine de football et le vote définitif, on le connaîtra le résultat le 7 janvier, donc en début d'année prochaine. Merci beaucoup Christophe Jousset d'être venu participer à nos débats. On continue nous et on va du côté de l'Angleterre. I am Manchester. Football, I own it. Manchester. Screw the El Clasico, screw the North London derby. The Manchester derby is the biggest derby. A city of brotherhood. Manchester means football. United for its classical football and its accent on youth. And City for its refreshing and original approach to the game. Beautiful versus pragmatic. You can't afford to miss it. Les Mancuniens en bleu, ceux qui jouent en bleu, face aux Mancuniens qui jouent en rouge. Le 179e derby de Manchester se disputera demain, samedi, en fin d'après-midi, sur la pelouse des Sky Blues. 2 équipes rivales, mais qui, au classement, sont séparées par
11 points avantage aux hommes de Pep Guardiola, actuellement les doubles champions sortants d'Angleterre. Même si ceux de Ole Gunnar Solskjaer semblent enfin, peut-être, on va en parler, montrer un peu de mieux dans leur jeu. Peut-être, ou sans doute étaient-ils en tout cas très motivés lors de la rencontre contre Tottenham et la nouvelle équipe entraînée par José Mourinho, puisqu'ils ont gagné ce match. C'était à Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer, en tout cas, est un habitué de ce rendez-vous, de ce derby. Il a joué 11 saisons avec les Red Devils. Il s'en est souvenu ce matin dans la conférence de presse d'avant-match, mais surtout, il l'a rappelé, avant, ça ne se jouait pas aussi régulièrement parce que Manchester City n'était pas toujours en Première Ligue. Maintenant, au moins, on joue ce derby tous les ans. Pour ma part, ça a pris du temps avant que je joue ce derby. Ça a changé dans le sens où City est une bien meilleure équipe maintenant que quand je jouais. Of course, Man City are a better team now than when I was playing. Le football aussi a bien changé. Je pense qu'on pouvait faire des tacles plus rugueux, avec plus d'intensité. Maintenant, c'est bien plus tactique et technique que physique et mental. Mais un derby doit être joué comme un derby. Et oui, un derby reste un derby. Eric Mamrut, ce 179e derby, que vous inspire-t-il côté chiffres ? Il y en a pas mal. Après, ça fait beaucoup, 179. Rémi Ngono sort de ce corps. Vous avez vu, non, c'est pas moi. Il n'est pas là présent aujourd'hui en chair et en os, mais il est quand même à travers Eric Mamrut. Évidemment. Eh bien, il est toujours présent dans ce studio. Mon cher Xavier, attention, en 178 duels, 63 victoires United, 53 City. Ah oui, quand même. Oui. 52 nuls. Oui, mais un match ne se gagne pas avec l'histoire. Hein. Oui, ça serait la réponse de Xavier. Voilà. C'est vrai qu'avantage à United, voilà, dans les chiffres. Après, sur les 10 derniers derbys joués à City, là j'ai pris que ceux joués sur le terrain des là Citizens, où ça se disputera, effectivement. C'est très très équilibré en fait. C'est l'égalité parfaite. 4 victoires de chaque côté, 2 nuls. Et United s'était imposé l'an dernier, le 7 avril 2018. Donc, il y a match. C'est pas qu'une équipe, en ce moment, a une grosse domination d'avantage psychologique sur l'autre. Évidemment, il y a match. Alors, Xavier Barré, Pep Guardiola effectuait jusqu'à la victoire face à Burnley, effectué son plus mauvais début de saison. Alors, évidemment, ça, c'est à mettre entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est relatif par rapport à ce qu'a fait Pep Guardiola en début de saison, à chaque fois, avec les grandes équipes, toujours, et les grands joueurs qu'il a. Mais malgré tout, est-ce que City est favori, selon vous, de cette rencontre ? Peut-être plus motivé aussi par cette course effrénée avec Liverpool qui les nargue assez loin devant. Oui, clairement, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'assurance dans le jeu de Manchester City. Ils jouent en Ligue des Champions, Manchester United n'est qu'en Europa League. Donc il y a quand même un véritable écart. Même si Man United va un peu mieux, que la politique initiée par Ole Gunnar Solskjaer de faire confiance aux jeunes, de les lancer un petit peu contraints et forcés parce qu'il y a beaucoup d'absences, toujours Paul Pogba qui est indisponible. Donc c'est un peu contraint et forcé, mais pour le moment, Manchester City est au-dessus. Je vais corriger Rémi Ngono. La saison dernière, Manchester City gagne les 2 derbys. C'est la saison d'avant, effectivement, que Manchester United était venu gagner à l'Etihad et repousser le sacre de Manchester City de quelques jours. La saison dernière, il gagne les 2 matchs. Il gagne, je crois, sur le même score d'ailleurs. Il gagne 2-0 le match retour à Man U grâce à des buts de Bernardo et de Sané, qui étaient à l'époque pas blessés. Et il gagne 3-1 le match aller. Donc à chaque fois avec 2 buts d'écart. Il fait des fiches, Xavier. Oui, vous savez. C'est normal. Donc il y a plus de certitude du côté de Man City que du côté de Man United. Maintenant, le jeu de Manchester City se prête assez bien à ce que fait faire Man U à ces diables, à ces Red Devils. Solskjaer les fait jouer vraiment en contre. En jouant à fond sur la vitesse, notamment de Rashford, mais aussi de Martial quand il est là, de Lingard, en fonction de James, en fonction des joueurs qui sont opérationnels. Il les fait vraiment jouer en contre. Et face à une équipe de Manchester City qui joue toujours dans le camp de l'adversaire, qui joue haut, qui monopolise le ballon, quelque part, c'est presque le scénario idéal pour United. David Lortolari,
Je sais que les meilleurs débats, les plus excitants, peut-être pour les auditeurs et les téléspectateurs, sont des débats contradictoires, mais je vois pas trop comment je pourrais contredire Xavier Barret. Non, faut être sérieux. Alors, on a parlé des 11 points d'écart entre les deux équipes. Bon, voilà, ça c'est déjà une preuve de différence. Il y a 11 points, c'est vrai, entre Manchester City aussi et le leader Liverpool. Liverpool, oui. C'est vrai que ça fait un bel écart encore, mais non, Manchester City, même moins bien. Et effectivement, là aussi, il n'y a pas de lézard. Si Manchester City est moins bon comptablement cette saison qu'il n'a été avec Pep les saisons précédentes, c'est bien qu'il y a une raison. Et je suis d'accord, ça tourne moins, c'est moins impressionnant, ça fait peut-être un peu moins peur, c'est peut-être un peu moins stable. Très franchement, même si il y a des arguments de contre, des arguments de faire déjouer. Et en plus de ça, j'ajouterais avec Solskjaer quand même cette arme qu'il peut avoir auprès de ses joueurs. Parce que lui, il avait quand il était joueur, c'est la petite ficelle psychologique pour être peut-être plus motivé à l'occasion d'un derby, plus motivé en fonction de l'adversaire. Malgré ces armes-là, malgré les qualités sur le terrain footballistique de contre, malgré les qualités mentales que peut apporter Solskjaer à son équipe, pour moi, City doit, même à l'extérieur, gagner un match comme ça. Alors on sait que le problème de City, même s'ils ont un énorme effectif, on dit toujours que le banc de Guardiola est un des meilleurs et pratiquement une équipe B. En tout cas, il y a eu quand même il a beaucoup d'absents. On pense à Aymeric Laporte, on pense à Benjamin Mendy qui a été longtemps absent et qui est seulement en phase de retour, Leroy Sané qui est absent. Il a donc dû compter avec ça et actuellement avec l'Argentin Sergio Agüero, un des meilleurs buteurs qu'est ce club de Manchester City. Mais il y a le Brésilien Gabriel Jesus, très jeune, mais qui commence à s'aguerrir largement. Et justement, ce matin, Pep Guardiola parlait de ce joueur et de la confiance qu'il est en train de trouver. Il faut que Gabriel Jesus soit lui-même. Nous avons besoin de lui et qu'il marque des buts. Les buteurs sont là pour marquer. Il faut rééditer cette performance. Ses efforts, son engagement sont évidents. La confiance doit revenir. Ça n'est pas une question de bonne ou de mauvaise performance, de bien ou de mal jouer, de gagner ou de perdre. Même chez les grands athlètes, ce qui est primordial, c'est le mental et pas le fait que ce soit des joueurs puissants. Ainsi, ils n'ont pas besoin que l'entraîneur leur parle. Et pas seulement Gabriel Jesus, c'est valable pour tous les joueurs de l'équipe. Lorsqu'un buteur marque, la confiance revient. Ce Gabriel Jesus, il est arrivé assez récemment, c'est sa deuxième saison, avec les Sky Blues. Mais il est arrivé en milieu de saison en fait, donc ça fait 2 ans et voilà, demi. 2 ans et surtout, demi. il était arrivé, il avait flambé d'entrée et il s'était blessé. Du coup, en fait, sa première demi-saison avait été complètement tronquée. Il avait à peine 17 ans. Et là, en marquant un doublé contre Burnley durant cette semaine, eh bien, il a marqué les 31 et 32e buts de lui en Première Ligue. Et ça en fait le 3e Brésilien le plus prolifique de l'histoire dans ce championnat. Est-ce que Gabriel Jesus peut... ça va être compliqué, mais peut faire de l'ombre à Agüero? À terme, oui, puisqu'il y a quand même un grand écart d'âge entre les deux. Énorme, oui. Clairement, il y aura une dizaine d'années. Oui, clairement, quand Gabriel Jesus est arrivé, d'ailleurs, l'idée de Guardiola, c'était d'en faire le titulaire. Et ça a piqué Agüero au vif, à tel point que Agüero s'est mis à bosser comme un Romain, comme jamais. Il a adopté le système de jeu de Pep Guardiola en allant faire le pressing sur les adversaires, ce qui n'était pas forcément toujours dans son état d'esprit auparavant, et s'est complètement remis en cause, et il est redevenu indispensable à cette équipe de Man City. En fait, la force de Guardiola aujourd'hui, c'est qu'il a 2 avant-centres, qui sont d'ailleurs l'un l'avant-centre de l'Argentine, même s'il n'est pas toujours titulaire maintenant, et qui a Lautaro Martinez qui perce, et l'autre celui du Brésil. Donc il a quand même la chance d'avoir 2 joueurs extraordinaires pour un seul poste. Et quand on voit le calendrier de Manchester City, eh bien, finalement, c'est presque... C'est pas du luxe, quoi. C'est quelque chose de presque indispensable. David Lorsolari. C'est sa force, Xavier, mais c'est aussi... Alors, c'est sa force parce qu'il a ses joueurs à disposition, mais c'est aussi sa réussite à lui d'avoir pu profiter de l'un pour remonter l'autre vers les sommets. Cette émulation-là, j'ai souvenir d'un Pep au Bayern qui avait réussi aussi à sublimer des jeunes, y compris presque même des fois des très jeunes. Et ça, c'est sa réussite. Si en plus les deux arrivent à s'accorder sur du temps de jeu, on peut avoir 2 joueurs qui continuent dans cette émulation réciproque sans qu'il n'y ait de mou, de bouderie, de choses comme ça. Non, mais sans qu'il y ait de mou, pas le mou. Pas Mourinho. Non, mais pour moi c'est une réussite et ça c'est quand même
une constante chez Guardiola d'arriver à sublimer comme ça des joueurs qui sont certes très bons au départ, j'ai aucun doute là-dessus, mais qui le rend encore meilleur. Et à très bien gérer les égos, parce que Oui, par c'est ça. exemple, Riyad Mahrez, dont on parlait tout à l'heure en se disant il n'est pas toujours titulaire, n'empêche que Riyad Mahrez, on ne l'entend pas se révolter contre ce statut. Il essaye sans doute de convaincre sur le terrain, mais on ne se révoltait autrement. Eric Mamrut. Gabriel Jesus, 5 buts, une passe décisive cette saison, en 12 matchs. Il a été titulaire 6 fois et remplaçant 6 fois. Donc effectivement, il fait tourner Pep Guardiola. Pep Guardiola fait beaucoup tourner parce que là, on parle des statistiques en championnat, mais il y a la Ligue des Champions Voilà, à côté, il y a la beaucoup de Ligue matchs, Cup, la Coupe de la cette Ligue saison. pour laquelle Manchester City est encore qualifié. Ouais. Il y aura la Cup au mois de janvier avec un calendrier hyper chargé. On sait que Manchester City joue sur tous les tableaux pour tout gagner. Ils l'ont réussi d'ailleurs la saison dernière au niveau domestique. Et donc, ils ont bien l'intention de le faire encore cette année avec la Ligue des Champions en plus. Un regard sur les dynamiques respectives des deux clubs qui suivent un petit peu la lignée des statistiques précédentes où on voit un certain équilibre. Là, en fait, du côté City, sur les 5 derniers matchs, on a une défaite, 2 nuls, 2 victoires, et c'est exactement la même chose pour Manchester United. Une défaite, 2 nuls, 2 victoires, et les deux équipes restent sur un succès. City a écrasé Burnley 4-1 mardi, tandis que les Red Devils dominaient Tottenham. Donc les deux équipes sont en confiance. Laquelle aura le plus la pression? Man United, qui est quand même s'est largué 6e, qui est à 8 longueurs de la 4e place, donc du top 4, synonyme de Ligue des Champions. C'est Chelsea qui est 4e, 8 points quand même. S'ils perdent à nouveau, le fossé peut encore plus se creuser. Ou alors City, qui il y a 11 longueurs avec Liverpool, et qui, s'il veut encore rêver du titre, doit faire carton plein sur ton domicile. David Lortolari, que dire sur ce Manchester United, toujours sans Pogba, qui là devra jouer en plus en Martial, qui s'est blessé non pas au dernier match mais à l'avant-dernier match, et qui malgré tout justement a réussi à tenir tête à Tottenham, et avec la manière, parce que c'était pas seulement disons de la chance, leur victoire à Old Trafford au cours de la semaine contre Tottenham. Vous dites malgré tout, Annie, mais peut-être que c'est aussi... Alors grâce à, ce serait trop fort de dire ça, mais quand vous n'avez pas à vous préoccuper de l'imposant Didier Drogba, Paul Pogba, ou à vous préoccuper... Ça a les mêmes consonances, effectivement. Non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Didier là, comme ça, peu importe, et que vous n'avez pas à vous préoccuper de joueurs qui, sans leur blessure, seraient évidemment titulaires. Vous pouvez aussi peut-être, comme manager, et Solskjaer est un manager, je parlais tout à l'heure de ce ressort, de ce levier psychologique qu'il peut avoir, vous pouvez peut-être aussi rassembler une équipe, rassembler un collectif, rassembler un groupe pour au moins, je répète sur le plan mental, réussir à avoir les joueurs derrière vous. Alors en plus de ça, c'est vrai Annie, il y a une forme de manière, et là aussi je reste dans mon raisonnement, peut-être que si vous arrivez à avoir cette homogénéité, c'est peut-être aussi en l'absence de ces joueurs-là, grâce à l'absence de ces joueurs-là. Alors c'est peut-être un peu un raisonnement par l'absurde, mais ça vous permet aussi d'avoir peut-être un collectif, un 11, qui est un peu plus dans des niveaux équivalents, et qui va avoir peut-être plus tendance à jouer de façon fluide, à jouer sans arrière-pensée, à jouer à défaut de vouloir toujours aller vers le même joueur dans toujours les mêmes filières de jeu, avoir peut-être un jeu un peu plus libéré. Une dernière chose sur ce sujet, Xavier Barré, c'est au niveau de Solskjaer. On sait qu'en gros, il avait 2 matchs qui étaient très importants, surtout avant le Boxing Day, cette période de Noël intense pour les clubs anglais. Il a réussi son examen un petit peu en battant l'équipe entraînée par son prédécesseur. Est-ce que il arrive, vous avez l'impression qu'il y arrive, parce qu'on sait que le match aussi là sera important, mais est-ce que vous avez la sensation que c'est mieux que le début de saison? C'est vrai que ce match contre Tottenham de José Mourinho, c'était important de le gagner psychologiquement, c'était déterminant, parce qu'effectivement, quelque part, il fermait le chapitre de son prédécesseur qui avait été viré un an plus tôt, et qu'il a remplacé au début avec beaucoup de succès, puis depuis avec un peu plus de difficultés. Mais là, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que
la politique choisie par Solskjaer ou imposée par les dirigeants, c'est-à-dire de faire confiance aux jeunes, de travailler dans la sérénité en lui laissant un peu de temps, c'est en train de commencer à payer. Et ça a été compliqué. Ils ont tellement changé d'entraîneur, de toute façon, à Manchester United, que peut-être qu'il y a un moment où il faut ça a été penser compliqué. autrement. On sait qu'aujourd'hui, les grands joueurs ne veulent plus venir à Manchester United. Donc, les dirigeants sont réticents à l'idée de faire jouer encore la planche à billets pour attirer les joueurs avec des gros salaires. Donc, pour le moment, Solskjaer est en train de réussir ce pari, de faire confiance aux jeunes, de s'appuyer sur l'académie du club, qui reste quand même extrêmement performante, et de repartir comme ça. Cette équipe qui, on l'a appris aujourd'hui, vient de signer un partenariat avec un énorme nouveau sponsor, un géant chinois d'Internet, Alibaba. Avant de passer à notre débat prochain, eh bien, on va dire bonjour à quelqu'un qui s'est glissé dans notre studio. Ça y est, les embouteillages sont terminés. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Je pense que vous avez fâché beaucoup de monde à l'autre bout du poste radio. Là. Justement, et je vais présenter solennellement mes excuses par rapport à tout ce qui se passe actuellement à Paris et par rapport au climat également. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire quand même 4 heures de temps dans le véhicule. Il fallait venir à vélo, vous savez. Avec Xavier, il aurait dû mettre à prendre un vélo. Heureusement, je vais arriver comme Solskjaer. Ne vous en faites pas. Que dirait le proverbe africain? Non, ne t'en fais pas. Allez, pour conclure le chapitre anglais. Le lion n'est pas si rapide que ça. Non, le lion dans les embouteillages. La tortue va lentement, mais finit toujours par arriver. Allez, vous vous rattrapez bien. Ouais. On passe à la Bundesliga. Premier coup franc avec Marcus Thuram à l'arrivée. Ballon capté par Marc Flecken. Et voilà l'ouverture du score avec le 6e but de la saison de l'international espoir français pour Werder Sulbe. Le Borussia Mönchengladbach est devant. Non, nous n'avons pas et nous n'allons pas remonter le temps, c'est début de décembre 2019. Mais le Bayern Munich, le club le plus titré d'Allemagne, retrouvera un adversaire qu'il connaît bien. Mais qui cette année le nargue du haut de la première place, c'est le Borussia Mönchengladbach. On avait appris à le dire dans les années antérieures, lorsque déjà il se confrontait au Bayern Munich. Alors cette équipe rivale, surtout des années 70-80, a traversé les années avec un peu moins de succès que le Bayern, avant d'y reprendre goût ces derniers temps au haut de cette Bundesliga. Et cette année, eh bien, peut-être, qui sait, s'autorise-t-elle à rêver du bouclier? Vous croyez qu'elle s'autorise à rêver, David Lortolari? En interne, sans doute. À l'extérieur, dans la communication, on refuse tout slogan. On rêve au titre, on pense au titre. Les joueurs le refusent en se moquant des journalistes pour l'instant. On imagine en tout cas, sur la première marche, eh bien, Mönchengladbach reçoit les ogres bavarois, ceux qui alignent donc tant de titres de champion allemand, attendus de pied ferme en Rhénanie du Nord. Le titre se jouera-t-il samedi? Alors sans doute pas, même si la victoire du Borussia pourrait leur donner de l'élan, peut-être des ailes, alors qu'elle pourrait faire douter les Bavarois. Écoutons l'entraîneur justement du Bayern, Hansi Flick, qui a succédé à Niko Kovac, et il se méfie de Mönchengladbach. Ja, ich glaube, dass man beide Mannschaften einfach auch. Je pense que Mönchengladbach est une équipe très forte en termes de pressing et d'efficacité offensive. Ce sera important pour nous de réduire le plus possible leurs espaces. Nous nous sommes concentrés là-dessus à l'entraînement cette semaine. Nous voulons mettre en place un bloc très compact pour lancer nos attaques rapidement. Il faudra aussi surveiller leurs attaquants le plus possible pour ne pas nous laisser surprendre. Mais nous sommes prêts. Bon, nous sommes prêts, ils ont intérêt. Eric, quelques statistiques? Oui, un peu pour recadrer ce qu'est ce club du Borussia Mönchengladbach. Effectivement, non mais très vite, effectivement, un grand club allemand, s'il en est, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait parler de lui. En fait, sa période de gloire, c'était donc dans les années 70, avec 5 titres de champion entre 70 et 77, 2 coupes de l'UEFA, on disait pas Ligue Europa à l'époque, 2 coupes de l'UEFA, 75-79, une finale de, non pas Ligue des Champions, mais Coupe d'Europe des clubs champions quand même, perdue contre Liverpool en 1977. Donc, gros club, véritablement, à l'époque, avait disparu un petit peu de la circulation. Et là, après 13 journées, il se retrouve leader avec une petite longueur d'avance, mais ça compte quand même sur la serré.
3 sur Schalke et donc 4 sur le Bayern Munich, mais c'est après 13 journées le meilleur début de saison du club depuis justement 1976-77, la dernière saison avec le titre à l'arrivée de champion. Alors David Lortolari, parlez-nous de cette équipe, parce que ce qu'on souligne, c'est son style de jeu, c'est ce que faisait Hansi Flick, mais c'est aussi sa jeunesse, et notamment, il y a un jeune parmi tant d'autres qui est le fils d'un champion du monde et qu'on avait vu l'année dernière assez marquant en Ligue 1, c'est Marcus Thuram. C'est lui qui est la vedette en ce moment, et il répond aux attentes. Je doute qu'il reste bien longtemps dans ce club parce qu'il est en train vraiment d'assumer, d'assurer, d'être buteur, d'être passeur sur la scène nationale et aussi en Coupe d'Europe. Marcus Thuram, effectivement. Vous avez bien raison, Annie, d'insister sur la jeunesse parce que c'est le cap que veut poursuivre avec insistance le directeur sportif, qui est un homme essentiel, Max Eberl, qui a été courtisé par le Bayern ces dernières saisons, qui est resté à Mönchengladbach. Il fait prolonger des joueurs jeunes des contrats jusqu'en 2021, 2022, 2023. Beaucoup, je crois qu'il y en a 8 qui sont sous contrat jusqu'en 2023, des jeunes qui ont moins de 23 ans. C'est quand même vraiment un cap qu'ils entendent suivre, et ça fonctionne pour l'instant, parce que même lorsque des absents, comme des champions du monde, comme Ginter, par exemple, récemment, ne sont pas sur le terrain, la jeunesse suit, la jeunesse assure, et ça marche bien pour être en tête du championnat et pour être en passe de se qualifier, même si ça n'est pas fait de mémoire pour le tour suivant en Ligue Europa. Rémi, cette équipe de Mönchengladbach, elle reçoit donc le Bayern évidemment qui a toujours soif de titres, n'est-ce pas, et de ce bouclier. Mais le Bayern, l'année dernière, ils étaient au même stade. Au bout de la 13e journée, et on a vu après la remontada qu'ils ont su faire dans le championnat et finalement éliminer aussi Dortmund. Est-ce que vous avez l'impression que là, c'est le même genre d'équipe capable de ça, ou Mönchengladbach sera vraiment un os difficile à ronger? Je crois que le Bayern a beaucoup de ressources. On a pu le voir avec ses prestations au niveau de la Ligue des Champions. Et il faut aussi savoir que le Bayern est en train de se chercher. Mais il faut aussi savoir que le Bayern est souvent habitué à des périodes de vide. On se souvient quand même qu'en 2011-2012, ce Bayern-là avait aussi eu exactement le même retard par rapport à un Borussia, c'est-à-dire celui de Dortmund. Bayern, on croyait qu'ils allaient remonter. Ils ont fini à 8 points de retard du champion. Et ils ont quand même aussi eu à perdre la coupe. Ils ont eu à perdre pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on se retrouve presque dans la même dynamique, parce qu'on se disait que est-ce que ce Borussia-là allait tenir? Mais quand on voit le Bayern actuellement, c'est une équipe qui, à peu près comme moi, je suis tantôt devant, tantôt derrière, je suis en avance, je suis en retard. Donc finalement, ce qui compte, c'est que le Bayern est constant, parce qu'à la dernière ligne quand même... Ils sont constants pour mal commencer et mieux finir. C'est-à-dire que, à part ce petit épisode-là, on a vu que, généralement, ils finissent toujours assez bien, sinon très très bien. Donc moi, je me dis actuellement que lorsqu'on essaie de regarder le quota de but de Lewandowski, c'est vrai qu'aujourd'hui, Müller n'est plus exactement le même Müller qu'on pouvait attendre, mais le Bayern a marqué son premier but en championnat cette semaine, enfin la semaine dernière. Le Bayern a beaucoup plus d'atouts, et je crois que le Bayern, lorsqu'il faudra accélérer, le Bayern pourra faire toujours... la course des enfants, c'est toujours le matin. Et ce sont les enfants, dit le proverbe africain. Xavier, c'est un rendez-vous important pour Mönchengladbach, peut-être plus encore que pour le Bayern, parce que Mönchengladbach, si on regarde leur parcours jusqu'à présent, ils ont battu tout le monde, sauf leurs principaux rivaux. Leipzig, ils ont perdu 3-1. Ils ont perdu contre Dortmund aussi. Ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne très tôt dans la compétition par Dortmund également. Bon, et là, ils viennent d'avoir un accident face à Union Berlin. Donc, on voit que les équipes parmi lesquelles ils veulent, avec lesquelles ils veulent jouer, donc en gros, les habitués de la Ligue des Champions pour l'Allemagne, donc le Bayern, Dortmund, Leipzig, eh bien, pour le moment, ils n'y arrivent pas. Donc c'est vrai que pour le Borussia Mönchengladbach, là, c'est vraiment un rendez-vous extrêmement important, parce que s'ils battent le Bayern, ça veut dire que vraiment ils ont franchi un cap. On voit les images derrière nous, c'est toujours ces tifos et ces ambiances absolument incroyables. C'est vrai que pratiquement tous les clubs allemands, en tout cas les grands, jouent à guichet fermé. David Lortolari. Ça n'est plus l'ancien stade qui avait charrié tous ces titres dans les années 70, évidemment, avec qui avait accueilli. Berti Vogts. Oui, d'ailleurs, Rainer Bonhoff est toujours dans l'encadrement. Je crois qu'il est vice-président. Jupp Heynckes était entraîneur là-bas. C'est le grand buteur. Gunther Netzer. Et une grande équipe. Et le nouveau stade n'a plus le comment dire. C'était le Bockelberg.
Oui, l'ancien stade. et le nouveau stade, évidemment, a été bien Stadion. modernisé, comme tous les autres, mais il y a toujours quand même cette Belle ambiance. Oui, exactement. À noter que Mönchengladbach a construit ce stade alors qu'ils étaient en D2 et qu'ils n'avaient pas la perspective d'organiser la Coupe du Monde. Et malgré cela, ils ont quand même, ils ont quand même construit ce stade. Et donc, cette persévérance leur donne raison aujourd'hui, puisque le stade est plein et ils jouent les premiers rôles en Bundesliga. Un petit crochet par la Ligue 1 pour juste avant notre session carton. Un petit crochet très rapide. Accélération, corps de Neymar, bon ballon pour Di Maria, bien dosé. Di Maria, extérieur du pied. Et Mbappé qui nous réalise un petit chef-d'œuvre. Et une majeure pour éclairer un match bien terne. Et un record de plus aussi d'ailleurs pour Kylian Mbappé qui s'est hissé au niveau de Carlos Bianchi avec 71 buts inscrits sous les couleurs du PSG. Messieurs, juste un petit mot. Ce but de Kylian Mbappé, David Lortolari, qu'est-ce que vous diriez ? Eh ben, je dirais que c'est quand on a une équipe avec des on stars parle toujours comme ça, de sa vitesse. Oui. Est-ce que là, on voit pas aussi sa technicité ? Ah bah complètement. Et dans un match terne, effectivement, c'est le mot qui a même été un désespoir pour les supporters pendant longtemps. C'est le genre de geste qui éclaire un match parce que c'est un joueur de classe, parce que c'est un joueur de standing, un joueur complet, un attaquant qui peut être au bon endroit, qui fait le bon geste. Et le Paris Saint-Germain possède ce genre de joueur. En plus, c'était ballon de Neymar vers Di Maria et se terminant dans les pieds de Kylian Mbappé. Avec c'était un bel extérieur pied gauche de Di Maria. Tous n'ont pas été bons ce jour-là, sauf sur cette action, même si le PSG et ça suffit. A gagné 2-0. Vous avez apprécié aussi Xavier Barret ? Non, pas trop, parce que Nantes méritait mieux qu'une défaite ainsi oui, c'est vrai, votre cœur au Parc canari. des Princes, voilà. D'autant plus que on aurait pu siffler hors jeu, mais bon. Bref, non, mais quand même, vous voyez, je vais en profiter pour enchaîner sur les cartons, si vous me permettez, Annie, pour attribuer un carton jaune vert à un joueur que je trouve exceptionnel cet automne, c'est Ángel Di Maria. Parce que vraiment, c'est un modèle d'abnégation pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a été souvent critiqué compte tenu de son très gros transfert. Il faut rappeler qu'il a été acheté plus de 60 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. On se demandait s'il allait un jour confirmer l'argent mis sur lui. Et puis là, actuellement, il est vraiment flamboyant. Il a largement confirmé et Tuchel lui a fait une grande confiance. Eh bien, on continue sur nos cartons. Carton vert aussi David pour moi. Lortolari. Carton vert aussi pour moi, Annie, au Norvégien Haaland, dont le nom commence à revenir dans les discussions. Ou Hollande. Il y a deux A, donc on peut en norvégien plutôt apprenez-nous à parler norvégien. Pour lequel le Bayern a renoncé à une proposition, à un achat éventuel cet hiver, en disant pour nous c'est éventuellement plus tard. Ce qui veut dire que ça ouvre la porte à sa venue en Bundesliga, même s'il y a d'autres prétendants. Ce jeune attaquant très talentueux avec le RB Salzbourg actuellement, qui peut-être marque pour Dortmund. un nombre de buts incroyable. Oui, ou peut-être que, comme on dit que Timo Werner va quitter Leipzig, peut-être qu'il va aller surtout à Leipzig. Qui est l'annexe de Salzbourg. Oui. Dans les deux cas, ce serait un intérêt soit pour le Borussia Dortmund, soit pour le RB Leipzig, parce que c'est un attaquant dont le profil peut manquer à des équipes comme ça. Rémi, avez-vous un carton ? Vous avez eu le temps de réfléchir peut-être dans les embouteillages. Nous, Sidi, de ma page Facebook, Rémi Ngono, donne un carton rouge aux journalistes africains qui n'ont pas soutenu Sadio Mané et bien évidemment qui organisent des grands débats. Oh, c'est du racisme, on n'a pas voulu qu'un Africain ait un ballon d'or et pourtant, c'est eux qui n'ont pas voté tout simplement Sadio Mané. Et comme le dit un proverbe africain, quand tu ne nourris pas ton chien, eh bien, n'attends pas qu'il attrape du gibier. Éric Mamrut, avez-vous un carton ? Un petit carton vert, mais enfin bon, évidemment pour un joueur de Saint-Etienne, je suis désolé, c'est un petit peu partisan, mais c'est vrai que Denis Bouanga quand même se révèle de plus en plus. Le joueur gabonais donc, de Saint-Etienne, arrivé à Saint-Etienne cette saison après avoir montré de belles choses déjà à Nîmes l'an passé. Il a signé un doublé ce mercredi à Geoffroy Guichard contre Rennes. Il en est à 7 buts inscrits. C'est le 5e meilleur buteur de la Ligue 1. Et bon, il marche sur les traces de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été un autre grand joueur de l'AS Saint-Etienne. Joli exemple. Carton rouge de Radio Foot International, ça ne vous surprendra sans doute pas, au Corriere dello Sport pour sa une provocante, voire de très mauvais goût. Black Friday, claironne-t-il en première page pour parler du match qui opposera Lukaku et l'Inter de Milan à l'AS Roma du défenseur anglais Smalling. Vous irez voir sur notre page Facebook. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous, à la vidéo notamment, et à lundi.
Sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet. Des parents inquiets, une ado junkie, des dealers, un étrange couple de tueurs, une secte inquiétante, une avocate inflexible, une ex-agente du FBI, rencontre avec l'un des maîtres des best-sellers à suspense, l'américain Alan Coben, pour son nouveau thriller « Ne t'enfuis plus ». Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 16h10 TU. RFI. L'atelier des médias, Julien Lebotte. La littérature peut-elle se livrer sur WhatsApp ? Le slam peut-il réenchanter les réseaux ? Cette semaine, je vous embarque au centre Al-Mouna, en plein cœur de N'Djamena, pour assister à la première rencontre sahélienne du numérique. Et ici, à l'ombre des bougainvilliers, Pamela Kamal ou encore Saïba ont bien des choses à nous dire. L'atelier des médias, Julien Lebotte. Demain, à partir de 19h10 TU. RFI. RFI, il est 17h à Paris.